Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DA Fresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour DA Fresh. Comment va ce matin? Ça va très bien. L'actualité internationale nous emmène. On va revenir sur les avancées dans le Moyen-Orient, et notamment dans la bande de Gaza, avec la libération de 3 otages israéliens en échange de la libération de 90 Palestiniens qui étaient emprisonnés par la justice israélienne. Alors, il faut savoir que ces échanges-là font partie d'un accord dans lequel il y a également, en plus de ces échanges-là, il y a également un cessez-le-feu qui devra durer 6 semaines. Cessez-le-feu durant lequel, d'un côté, on va pouvoir acheminer de l'aide humanitaire pour les populations de Gaza qui ont subi un véritable traumatisme depuis 1 an et demi, au lendemain de l'attaque terroriste du 7 octobre. Et puis, deuxièmement, pour permettre aussi aux Palestiniens qui avaient quitté la bande de Gaza de pouvoir revenir s'y installer et essayer de réoccuper ou de retrouver leur ancien foyer. Il est clair qu'avec plus de 80% des édifices qui ont été détruits dans la bande de Gaza, il sera particulièrement difficile pour ces Palestiniens-là de retrouver un minimum de confort. Surtout qu'on est aussi, là nous sommes en plein mois de janvier, c'est une période, c'est l'hiver là-bas, donc les températures sont extrêmement basses. Bref, mais au moins c'est une accalmie, ça va faire déjà au moins 6 semaines de gagner en termes de baisse d'intensité, d'arrêt de bombardement, d'arrêt de combat entre les miliciens du Hamas et les soldats de Tsahal. Donc tout ça aussi laisse présager au moins que il y a eu une espèce d'effet Trump. Il faut se rappeler qu'en réalité, l'accord qui a été accepté par le cabinet de Benjamin Netanyahu contre la volonté de 2 membres, notamment de l'extrême droite, qui menacent même de quitter la coalition gouvernementale, c'est un accord qui avait été déjà proposé par l'administration Joe Biden à Benjamin Netanyahu, c'était en mai dernier. Mais ce dernier avait tout simplement refusé d'appliquer cet accord-là. Et donc ça avait quelque peu montré aux yeux de la communauté internationale, et cela a été renforcé ces derniers jours, l'incapacité en réalité de Joe Biden à pouvoir peser sur Benjamin Netanyahu, étant donné que les États-Unis sont le principal allié d'Israël dans la région et son principal soutien à la fois logistique, militaire et financier. Et donc à la fois Joe Biden était incapable d'imposer à Benjamin Netanyahu cet accord de paix et encore moins de lui refuser tout soutien, que ce soit militaire ou financier. On l'a vu, les aides militaires n'ont cessé d'être renouvelées par l'administration Biden, et dans le même temps, Joe Biden a bloqué au niveau du Conseil de sécurité toutes les mesures qui pouvaient obliger Israël à un cessez-le-feu ou à cesser ses opérations militaires sur la bande de Gaza. Donc tout ça montre qu'il y a véritablement eu un effet Trump dans le fait où Steve Witkoff, qui est l'envoyé spécial que Donald Trump avait désigné dès l'instant où il avait été élu, avait même le 20 janvier déjà commencé un certain nombre de missions sur le terrain. Et il s'était rendu à Israël et à Doha au Qatar pour à la fois imposer à Benjamin Netanyahu et aux négociateurs israéliens et à ceux du Hamas d'accepter un accord de cessez-le-feu. Maintenant, ceux qui avaient un peu traîné ou ceux qui avaient un peu laissé planer certaines inquiétudes les dernières heures avant son entrée en vigueur, c'est le fait que, d'un côté, les Palestiniens n'avaient pas donné une espèce de liste rafraîchie des noms des personnalités qu'ils voulaient que l'on libère. De l'autre côté, les Palestiniens n'avaient pas aussi envoyé aux Israéliens les noms des 3 premiers otages qu'ils avaient eu l'intention de libérer. C'est chose qui a été faite le 21 janvier dernier, donc avant-hier. Mais là, c'est une trêve, en fait. C'est une trêve. Non, ce n'est pas la fin de la guerre. Ça veut dire que ça va recommencer? On espère plutôt que non. Enfin, la communauté internationale espère pendant les bombardements, ils ont utilisé une partie, ils ont déjà récupéré une partie de la bande de Gaza. Est-ce qu'ils vont rendre la partie là? Non, ils n'ont pas l'intention de la rendre, au sens où ils vont laisser véritablement une entité s'occuper de la gestion de la bande de Gaza, comme c'était le cas pour le Hamas et le Qatar. Il faut savoir qu'en réalité, Benjamin Netanyahu, enfin le gouvernement israélien, avait laissé sous-traiter en quelque sorte la gestion de la bande de Gaza par le Qatar
et par le Hamas. Donc la bande de Maintenant, Gaza, c'est Israël qui décide de comment on vit à l'intérieur. mais bien sûr, puisque ça fait partie de on va dire, la sphère d'influence d'Israël. Israël considère que pour des questions de sécurité, elle doit avoir un contrôle sur la bande de Gaza. Elle avait un peu baissé la garde au cours de ces dernières années et c'est la raison pour laquelle il y a eu les événements du 7 octobre. Et bien entendu, il faut savoir aussi que lorsque le Hamas avait remporté les élections en 2004, la communauté internationale, les États-Unis, la communauté occidentale en réalité, a refusé de reconnaître la légitimité du Hamas dans la bande de Gaza et ça a joué et a plutôt exacerbé les rivalités entre le Fatah, qui est le parti qui gère la Cisjordanie, et le Hamas qui avait remporté les élections dans la bande de Gaza. Donc ça faisait qu'on avait pour les mêmes territoires palestiniens, on avait deux entités totalement opposées l'une de l'autre qui géraient ces deux territoires-là. Et donc pour ce qui concerne la bande de Gaza, Benjamin Netanyahu, qui dans son optique de fragiliser l'autorité palestinienne afin de l'empêcher de véritablement administrer ces territoires au nom de la création d'un État palestinien, avait donc tout mis en œuvre pour que le Hamas ait un certain poids, une certaine influence pour essayer de contrecarrer l'influence du Fatah qui était de facto l'autorité palestinienne qui avait remporté les élections. Et donc de ce point de vue-là, on divisait pour mieux régner et c'est cette division-là qui a amené le fait que Israël est allé plus loin en sous-traitant la gestion de la bande de Gaza par le Qatar. C'est le Qatar qui finançait pour payer les salaires des fonctionnaires, pour payer un certain nombre de services publics. Donc tout ça a fait que Israël avait un peu fermé les yeux. Et malheureusement, après le 7 octobre, et les attaques perpétrées par le Hamas, ça a suscité un tel tollé en Israël qu'aujourd'hui, il est hors de question pour Israël de laisser dans une semi-autonomie, si on peut parler semi-autonomie, ou une très faible autonomie même, la bande de Gaza. Donc, pour Israël, la question est maintenant de savoir est-ce qu'Israël devrait administrer directement la bande de Gaza. C'est ce que voudrait une partie du gouvernement israélien, notamment la branche la plus radicale. Mais une autre partie ne voudrait pas de cette administration-là parce que ça va apporter plus de problèmes en fait que de solutions. Par contre, il voudrait donc trouver une alternative au Hamas dans la gestion de ce territoire, mais cette alternative-là sera extrêmement difficile à trouver puisque après 1 an et demi de combat dans la bande de Gaza, le Hamas est toujours aussi influent et Anthony Blinken l'a expliqué avant de quitter le département d'État que le Hamas a pu recruter autant, voire plus de partisans qu'avant les événements du 7 octobre. Donc, on voit bien que l'éradication du Hamas, qui était l'objectif principal de Benjamin Netanyahu, lorsqu'il avait lancé son assaut sur la bande de Gaza, n'a absolument pas été atteint, puisque le Hamas, au-delà du groupe terroriste qu'il est, parce que les actes posés le 7 octobre sont des groupes terroristes, mais il faut savoir que le soubassement idéologique qui sous-tend ce Hamas-là est totalement légitime aux yeux des Palestiniens puisque c'est un combat qui est mené dans le cadre de la libération de ce territoire en vue de la création d'un État souverain de Palestine. Donc on voit bien que le fond qui constitue le vivier même du Hamas, il continue à être légitime, cette aspiration tout à fait normale des Palestiniens à aspirer à vivre sur un État totalement libre et indépendant. Malheureusement, face à elle, on a une situation politique, sécuritaire, économique qui est telle que, pour certains, la seule option reste la violence et cela passe par un engagement à travers des groupes qui mènent des actions terroristes comme celle du Hamas. Donc on voit très bien que pour Benjamin Netanyahu, la solution militaire n'est pas la bonne solution et malheureusement c'est la seule solution que son gouvernement tend à vouloir mettre en œuvre aujourd'hui. Maintenant, Donald Trump arrive avec une autre approche, qui ne sera pas très éloignée de celle de Benjamin Netanyahu, dans la mesure où Donald Trump n'est pas favorable à la création d'un État palestinien, mais il n'est pas aussi favorable à un statu quo, c'est-à-dire un statu quo dans lequel ce serait seulement la violence qui serait la seule forme d'expression entre Palestiniens et Israéliens dans cette région-là. Et donc, pour lui, il est absolument crucial de trouver une autre solution. Lors de son premier mandat, il était parvenu à quand même faire un petit pas en avant grâce aux accords d'Abraham, puisqu'il avait prouvé qu'il était possible, en dépit de la question palestinienne qui avait toujours cristallisé les tensions entre les pays arabes et Israël, qu'il était possible d'amener ces pays arabes et Israël
à normaliser leurs relations politiques et diplomatiques. Maintenant, bien entendu, le 7 octobre est venu tout balayer, puisque avant cet événement, l'Arabie Saoudite était déjà en train d'engager des discussions avec Israël, mais étant donné qu'il y a eu les événements du 7 octobre et surtout la réponse disproportionnée d'Israël par rapport à la Palestine, tout ça a fait que ça a cristallisé en quelque sorte la position saoudienne, qui est revenue, si tu veux, à une position d'antan qu'il n'y aura pas de normalisation avec Israël tant qu'il n'y aura pas la création d'un État palestinien. Donc, on est un peu dans ce statu quo-là du point de vue diplomatique entre les pays arabes et Israël, mais il est clair que pour Donald Trump, s'il y a eu une première tentative qui a donné des fruits en privilégiant le dialogue, il estime qu'on peut toujours revenir avec cette même méthode et obtenir les mêmes résultats. La preuve, dès qu'il arrive à la Maison-Blanche, on a 3 otages qui sont libérés, 3 otages palestiniens libérés, 90 prisonniers palestiniens. On a une trêve de 6 semaines, même si cette trêve est encore extrêmement fragile. Le premier jour, il y a eu 900 camions humanitaires qui contenaient des vivres et qui ont pu entrer dans la bande de Gaza. On estime qu'il y aura à peu près le même chiffre hier et aujourd'hui. Et donc, ça laisse présager au moins une accalmie qui est quand même quelque chose de positif. Et ça, c'est un effet qu'il faut quand même reconnaître et accorder à Donald Trump. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM. On repartait au Moyen-Orient. Restez connectés. On se retrouve juste après la musique. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.